Donc, salut tout le monde. Alors, moi je vais lire. Tout d'abord, merci à Antoine Morgan, la Fabrique du Loc, pour cette soirée. Claire Masson, la maire d'Auray, doit venir. Donc je voulais la remercier pour le lieu. Elle n'est pas encore là. Alors, merci à Claire Masson, maire d'Auray, de nous prêter le petit théâtre. Et je tiens à dire, ce lieu n'est pas n'importe lequel tout de même. C'est un théâtre de style Art Nouveau. Le télétravail total, le full remote, est un style de travail nouveau. Mais c'est quoi le full remote? Or, c'est pouvoir choisir le lieu de vie en premier et ensuite chercher un job où qu'il soit, et non l'inverse, comme dans le passé. C'est ça qui est nouveau. Alors, moi j'ai une question aussi. Qui travaille à distance dans cette salle? C'est pas mal aussi. The Remote Tribe part d'une idée, le full remote n'est encore qu'à son début, et que les pros du numérique doivent se mettre en réseau pour sortir de l'isolement, pour se transmettre du savoir, trouver des jobs et des missions. Ces réseaux deviennent nos tribus locales, comme la Fabrique du Loc l'est. Aujourd'hui, c'est une plateforme web qui référence des tribus tech, des événements et des jobs. Il y a eu déjà des meet-up de ce style à Vannes sur le sujet du machine learning en juillet dernier. Un Rex sur le thème « Travailler à distance pour l'Amérique du Nord » en octobre avec justement Ludovic qui est là. Et ce soir à Auray. Il y a des afterwork à Vannes, Auray, Quimper, Rennes, Nantes et ailleurs peut-être bientôt. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, il y a des full remote dans le Morbihan qui travaillent pour des entreprises qui sont connues, qui sont de l'extérieur. Pour Shine, Conto, sans le nommer, Doctolib, Google, Atlassian qui est là, qui est bien connu dans le monde du dev quand même. Certains travaillent pour des entreprises de Paris, de Nantes, de Lyon, d'Australie, des États-Unis, de Suisse, des Pays-Bas, de partout. Et nous sommes tous là à Auray. L'idée de cette soirée est née lors des meet-up développement logiciel qu'on a lancé sur Auray il y a à peu près 1 an. Les meet-up, c'est des after-work qu'on organise tous les mois. Une rencontre dans un bar, dans un bar-restaurant. On est à chaque fois autour d'une dizaine de développeurs, de développeuses à venir échanger de sujets techniques et non techniques. Et au total, c'est une communauté d'une 40aine de personnes. Voilà. Donc lors de ces meet-up développement logiciel, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes se posaient la question de l'avenir de leur métier. Certains sont plutôt confiants et voient des opportunités avec les nouveaux outils qu'on arrive à trouver aujourd'hui. D'autres sont plutôt inquiets. Et en tout cas, on a vu que les perspectives étaient plurielles. Je vous propose qu'on fasse un petit peu connaissance. Je souhaiterais savoir un petit peu qui vous êtes vous, parce qu'on a suivi l'inscription, il y a beaucoup de personnes qui se sont inscrites. Qui dans la salle est développeur ou développeuse logicielle? Une grande majorité apparemment. Et qui travaille du coup dans le domaine du développement logiciel, même s'il n'est pas forcément développeur ou développeuse. Il est censé y avoir plus de personnes. Ah oui, ça comprend. Qui habite sur le Pays d'Auray dans la salle? Je reconnais pas mal de têtes qui viennent au meet-up chaque mois. Qui vient du pays plutôt de l'Orient? Ah oui, il y a des gens qui font un peu de route. De Vannes? Du reste du Morbihan? Et est-ce qu'il y a des personnes qui viennent encore plus loin que le Morbihan? On a des motivés. 4 personnes qui viennent de plus loin. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à l'avenir du développement logiciel? Est-ce que vous vous sentez plutôt inquiet? Qui se sent plutôt inquiet par rapport à l'avenir du développement logiciel, par rapport à son métier? Est-ce qu'il y en a qui voient plutôt ça comme des opportunités et sont plutôt confiants? On a une tendance plutôt, c'est ça? Très bien. On a Vincent qui nous accompagne ce soir pour la captation vidéo, donc il va filmer un petit peu toute la soirée, les conférences. Il va également vous filmer probablement dans la soirée. Si jamais vous ne voulez pas apparaître sur la vidéo, n'hésitez pas à vous rapprocher de lui, il pourra flouter sur la vidéo les visages sans souci. Merci. Et donc, cette conférence, on l'a fait ensemble ouais, avec The Remote Tribe. C'est une rencontre assez récente. Donc la Fabrique du Loc, moi je représente la Fabrique du Loc, je suis coprésidente. Flo, c'est le Fab Manager de la Fabrique du Loc. C'est le Fab Lab du Pays d'Auray.
On est installé près de la gare à Auray. Et c'est un lieu qui est vraiment ouvert à tous et ouvert aussi dans le temps. On est ouvert 5 jours sur 7 avec des grandes plages horaires. On est très disponible et on a un public qui peut être amateur. On a aussi des professionnels qui viennent nous voir, des jeunes, des moins jeunes. Et donc aujourd'hui aussi on se lance sur des projets autour du développement et on vous en parlera un peu plus tout à l'heure. Voilà, c'est bienvenue. Si vous ne nous connaissez pas, n'hésitez pas à pousser la porte. Merci à The Remote Tribe, la Fabrique du Log, et merci à tous pour votre présence. C'est vrai que j'ai l'habitude de faire pas mal d'événements dans le coin. D'ailleurs, j'ai vu quelques personnes. Ah, salut Nicolas, je t'avais pas vu. Je commence à voir quelques personnes que je connais qui ont déjà assisté à mes différents ateliers. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous. On sait que souvent, il y a les développeurs, le no-code, tout ça, c'est un petit peu une cohabitation compliquée. Moi, ce que je vais essayer de vous montrer dans cette présentation, c'est que ce n'est pas deux mondes qui s'opposent, c'est deux mondes qui vont cohabiter ensemble. Et d'ailleurs, super pour vous d'être là. Alors, on a vu qu'il y avait beaucoup de développeurs. Super d'être là ce soir, puisque voilà, il est important de se tenir au bout du jour. Et demain, le no-code, ça va devenir quelque chose qui va devenir incontournable. Je vais essayer de vous montrer voilà, que le no-code, ça permet de ne pas réinventer certaines choses. Nous, on va apporter du code juste sur certaines briques, certaines fonctionnalités très spécifiques qui ne sont pas précodées dans nos outils. Et donc voilà, vous allez voir que c'est vraiment deux mondes qui vont cohabiter. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de vous présenter. Donc, je passe la présentation puisque je vous ai déjà expliqué qui j'étais. On va revenir sur quelques notions de base du no-code pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je vous parlerai ensuite de Leroy Merlin, comment je suis tombé dedans, qu'est-ce qu'on a fait, notamment pendant la période du Covid où il a fallu être très réactif, changer nos modes de fonctionnement très rapidement. Et le no-code, il nous a permis de faire pas mal de choses. Ensuite, je vous parlerai plutôt de ce qu'on fait chez Capli aujourd'hui. Et on verra si on a le temps, on a 30 minutes, si je peux vous faire une petite démo. C'est vrai qu'on parle de no-code, mais souvent les gens ont du mal à se projeter sur concrètement de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on essaiera, s'il nous reste 5 petites minutes, on essaiera de faire une petite application rapide en 5 minutes. Introduction de no-code. Qu'est-ce que le no-code? Donc no-code, sans code, c'est un principe toujours d'assemblage de blocs entre eux, comme des Lego ou des Kapla. Qui sont des blocs dont on se sert pour monter des structures qui ont plusieurs intérêts. Premier intérêt, bien sûr, la rapidité de mise en œuvre. On est capable en quelques jours ou quelques semaines de monter des applications plus ou moins complexes, ce qui permet bien sûr de réduire les coûts. Qui dit moins de temps à développer dit des coûts forcément restreints et facilite l'autonomie des équipes dans les entreprises. Ça, c'est typiquement mon cas chez Leroy Merlin. Où moi j'étais pas du tout dans le développement informatique et donc petit à petit je suis rentré dedans et vous allez voir tout ce qu'on a pu faire. Je pense que ça va être plutôt intéressant pour vous. Il faut savoir que le no-code c'est pas nouveau, ça fait au moins 20 ans que ça existe. Le no-code il connaît un essor depuis quelques années, notamment grâce au développement des API. Donc, les API, je vais pas vous faire le dessin, mais donc les API qui permettent aux outils de se connecter entre eux. Donc on va dire depuis 5-6 ans, il y a un vrai essor. Il y a des outils qui sont arrivés à une maturité aussi qui permettent de faire pas mal de choses. Pour vous donner un exemple, moi quand j'ai commencé à Leroy Merlin, dans une application qu'on faisait, on était limité à 25 000 lignes de données. Donc ça c'était il y a 6 ans, donc 25 000 lignes. Vous voyez bien qu'on y arrive assez rapidement chez Leroy Merlin. On a un catalogue de 30 000 produits, déjà ça passait pas dans une application. Donc l'outil qu'on utilise qui était à 25 000 lignes, aujourd'hui il fait 10 millions de lignes de données. Donc déjà vous voyez en 5 ans l'essor et l'évolution des outils qui est assez importante. Mais on verra, bien sûr le no-code ça ne permet pas de tout faire, il y a des limites. Et donc c'est ça aussi que je vais essayer de vous montrer. Le no-code, quels outils? Je vous ai mis une petite slide, le but c'est pas que vous voyez tous les outils. Il y a plein d'outils, il y a plein d'outils pour faire plein de choses. Nous on est spécialisé aujourd'hui sur 2 outils. Le premier qu'on utilise tous les jours qui s'appelle Glide App, qui est un outil qui permet de faire des applications métiers pour les entreprises. Donc c'est celui-là sur lequel j'ai décidé de me spécialiser depuis toujours. Donc les cas d'usage les plus courants, en tout cas chez nous, que moi j'ai pu vivre au niveau du no-code, c'est du coup chez Leroy Merlin plutôt du prototypage, on va dire. On allait lancer des idées sur un périmètre de 15, 30, 45 magasins. Une fois qu'on avait validé notre idée, là seulement à ce moment-là, on sortait le budget, on mobilisait une équipe de développement, on travaillait main dans la main à partir de la base qui avait déjà été faite pour lancer un produit à plus grande échelle.
Aujourd'hui, quand même, nous, chez Capli, on accompagne vraiment plutôt des TPE, PME quand même, sur la création d'outils métiers spécifiques. Et là, on arrive vraiment à faire des outils très complets et assez complexes. Donc ça, c'est plutôt pour la partie interface. C'est ce qu'on va faire avec Glide, c'est ce que vous voyez au-dessus. Et ensuite, on a tout le pavé qu'on va plutôt appeler l'automatisation. On va interconnecter tous nos outils entre eux, créer les workflows qu'on fait sur Make. Ça, c'est vraiment les cas qu'on fait, nous, chez Capli. On va voir qu'on peut faire d'autres choses aussi. Nous, on a déjà fait des chatbots, par exemple. Voilà, on peut faire des jeux vidéo, on peut faire tout un tas de choses aujourd'hui grâce au no-code. Leroy Merlin, du coup, petite entreprise, donc avec un réseau de magasins. Donc pour vous compreniez bien, Leroy Merlin s'est organisé, donc vous connaissez, il y a des magasins, il y a 150 magasins en France. Au-dessus des magasins, on a ce qu'on appelle des directions régionales, qui vont gérer entre 15 et 20 magasins. Et au-dessus de cette direction régionale, on a le siège qui est situé à Lille, dans le nord, du coup qui va chapeauter un petit peu tout ça. Alors c'est important de connaître la structure, parce que vous allez voir dans l'explication, je vais vous dire un petit peu où est-ce que j'ai travaillé. Et bien sûr, le service informatique il se situe au niveau du siège à Lille. Puis il y a encore le service informatique du groupe ADO, qui est le groupe du dessus, qui est également à Lille. Et c'est important de connaître la structure pour comprendre comment on s'est organisé. Donc je vous disais, moi, à la base, j'étais un pro d'Excel et j'avais toujours rêvé de créer des applications à partir de ces Excel. Et en fait, l'opportunité que j'ai eue chez Leroy Merlin, c'est qu'on est passé de Microsoft à Google, pour moi qui était sur Excel, de Excel à Google Sheet. Et à cette époque-là, j'ai découvert Glide lors d'une soirée. Un ami qui me dit, il y a un nouvel outil qui vient de sortir, il permet de connecter un Google Sheet en base de données pour faire une application avec ça. Je fais, ah oui, ce truc, c'est ce que j'attendais depuis longtemps. Ça a l'air pas mal, et donc j'ai décidé de me plonger dedans à fond. Alors à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était le Shadow IT, mais c'était totalement ce qu'on appelle du Shadow IT que j'ai fait. Donc c'est une application qu'on a développée sans solliciter le service informatique. Alors voilà, je ne connaissais pas le Shadow IT, j'ai appris ensuite au fur et à mesure. J'ai identifié une petite application qu'on pouvait faire qui était sympa. C'était une application pour faire des coachings sécurité. En fait, ce qui se passait, c'est que dans les magasins, pour améliorer la sécurité des collaborateurs, on devait faire des coachings. Donc, ce qui se passait, c'était qu'on faisait ça sur papier. Une fois qu'on avait fait notre truc sur notre papier, on remontait dans notre bureau, ressaisir sur un outil informatique, et on ressaisissait encore sur un fichier Excel, donc double ressaisie. Je me suis dit, si on avait une appli mobile qui permettait de faire ça tout en un, ça pouvait être assez sympa. On n'avait pas à l'époque le budget pour lancer le test là-dessus, donc je me suis dit que c'était un bon premier cas d'usage. Donc j'ai développé cette première application avec Glide. Alors il y a des choses qui sont masquées au niveau des informations. Donc c'était une application qui permettait de saisir ses coachings en mobilité sur le téléphone directement. Petite application que j'ai pu développer en 2 jours. On a lancé ça sur 45 magasins en quelques semaines et on a réduit de 30% les accidents de travail grâce à ça. Un coaching qui prenait avant une vingtaine de minutes à faire, ça prenait plus que 5 minutes. Alors, ça peut paraître pas énorme d'avoir gagné 15 minutes, mais Leroy Merlin, c'est 30 000 collaborateurs en France. On faisait plusieurs coachings par an, donc il y avait des gros enjeux de temps à gagner. Et donc cette application, elle a eu un vrai succès, parce que tous les magasins la voulaient. Et là, le siège, ils ont entendu parler de cette application, ils se sont dit, bah, comment ils ont fait ça? C'était assez nouveau, hein, le no-code chez Leroy Merlin, il n'y avait pas grand monde qui connaissait. Et donc j'ai présenté les outils qu'on utilisait, et du coup ils se sont dit, bah, c'est quand même pas mal ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait valider des technologies par le groupe. Après, on est passé du Shadow IT l'IT plutôt encadré à ce moment-là. On a fait valider du coup 2 solutions, donc, ce que je vous disais, qui sont les outils Glide et Make par les équipes de cybersécurité du groupe ADO. Donc, ça nous a permis vraiment de revenir dans les bons rails et puis derrière de découler sur plein de projets différents. Alors, je vais bien sûr pas vous parler de tout ce soir, sinon je vais me faire engueuler par les organisateurs. Et donc après, le gros changement qu'on a connu, c'est l'arrivée du Covid, où du jour au lendemain, on était dans les magasins entre 100 et 150 collaborateurs. On se retrouve du jour au lendemain, on n'est plus que 4 ou 5 pour réfléchir à comment on va maintenir notre activité. Et donc on se rend compte que tous les moyens de communication avec le magasin sont fermés. Du jour au lendemain, on passe de milliers de clients à plus aucun client. Et il y avait un moyen de communication avec les magasins qui subsistait, c'était Messenger sur Facebook. Donc on commence à répondre avec le directeur, parce que les clients ils voulaient savoir comment passer des commandes à distance, comment prendre rendez-vous pour accéder au magasin. Et du coup on commence à répondre à la main pour maintenir notre chiffre d'affaires. Puis là je me dis, bah, y a bien un outil qui doit exister, qui doit permettre de faire des chatbots avec le système du no-code d'assemblage de blocs. Donc je tape sur internet tout simplement et j'ai trouvé un outil pour la petite histoire qui s'appelait Chatfuel, qui m'a permis de développer ce chatbot que vous voyez là. Donc Leroy Merlin Dreux, c'était mon magasin.
Donc vous avez Kate également qui est au fond de la salle, qui était avec moi, qui était plutôt utilisatrice de ces solutions. Et donc voilà, le no-code, c'est quoi? C'est de l'agilité, c'est de la rapidité, c'est trouver des solutions très rapidement, hein, notamment pendant le Covid où du jour au lendemain, les modes de fonctionnement ils ont été bouleversés. On a pu lancer cette application. Donc ça, c'était une application, un chatbot, c'était du jetable, hein, c'était pour utiliser pendant quelques semaines. Et puis après, c'était fini, il n'y avait plus besoin. Et donc, avec une application comme ça, développée en 2 jours, on a pu générer juste sur un magasin à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est des enjeux, vous voyez, assez énormes. Avec des petites applications comme ça, on peut faire tout de suite, très rapidement, voilà, Leroy Merlin, bien sûr, c'est de l'envergure aussi et des gros volumes. Donc on peut faire des choses assez intéressantes. Ça, c'était pour vous montrer un petit peu aussi d'autres choses qu'on pouvait faire avec le no-code. Et pour terminer sur la parenthèse Leroy Merlin, je vais vous parler du plus gros projet que j'ai pu faire chez Leroy Merlin. Donc à l'époque, au départ, j'étais en magasin, donc je faisais ça un petit peu à côté de mon job, c'était un peu compliqué. Et puis après, on m'a proposé de créer mon poste sur mesure chez Leroy Merlin. Donc là, je suis passé en direction régionale. Magasin, direction régionale, siège. L'idée, c'était de rester quand même au plus près des équipes terrain et des problématiques du terrain. Et donc là, mon boss, il est venu me voir, il m'a dit l'État a sorti les nouvelles aides à la rénovation énergétique, MaPrimeRénov', ça s'appelle, peut-être que certains d'entre vous connaissent, qui permettent de changer ses fenêtres, isoler son logement, etc., à moindre coût en ayant des aides. Il m'a dit on va aller chercher ces aides, ce dispositif, ce marché, et tu peux réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller chercher ce marché. Donc moi j'ai été du coup dans les magasins et je me suis rendu compte que c'était en fait déjà un enfer administratif à gérer, toutes ces aides. C'est des piles de papier assez énormes, très complexes. Et je me suis dit, déjà si on va aller chercher ça, première étape, on va créer un outil pour gérer les dossiers, générer les documents, les CERFA, automatiser un certain nombre d'échanges avec les instances de l'État. Et donc j'ai développé cet outil qui, alors vous ne fichez pas au niveau de l'UX du design, hein, c'était plutôt très simple, on est vraiment allé chercher la fonctionnalité avant tout, donc qui permettait de créer des dossiers, de suivre les dossiers, simuler les montants de primes auxquels nos clients pouvaient avoir le droit, et voilà, et automatiser un certain nombre de choses. Et ça nous a permis un process qui prenait 3 heures au total à gérer, de le diviser par 3, donc ça prenait plus qu'1 heure à gérer un dossier, et donc c'était aussi beaucoup plus simple. Donc ça, c'est un truc qu'on a sorti assez rapidement, on a lancé ça sur 30-40 magasins. Et après le siège, ils ont vu que forcément ça a fonctionné très très bien, on a accompagné beaucoup de foyers là-dessus. Ils se sont dit, putain, c'est pas mal ce truc. Donc là, pareil, on a ressollicité le service informatique, on a développé les budgets. Donc ça, c'est un outil qui a été redéveloppé à l'échelle mondiale du groupe ADO pour gérer les aides d'État dans les différents pays du groupe. Donc voilà, vous voyez comment on est passé du no-code, petite solution, voilà, très simple visuellement, à un produit à grande échelle, interconnecté avec le système informatique. Parce que là, à l'époque, quand on faisait ça, c'était pas forcément connecté avec le système informatique. Donc voilà, après, on est passé vraiment à l'échelle. En tout cas, ça a permis de valider l'utilité. Donc après, moi, Leroy Merlin, je trouvais ça vachement bien de faire ça chez eux, mais j'avais envie d'aller accompagner aussi des plus petites structures, des structures qu'on a plus besoin, hein, parce que Leroy Merlin, vous en doutez, il y a des gros budgets aussi, hein, et ces outils-là, on va dire, ça se prête bien aussi pour des structures qui auraient moins de budget, pour avoir des outils sur mesure. Puis voilà, avec notre petite équipe, on arrive à faire entre 15 et 20 projets en parallèle, donc, on arrive à gérer quand même pas mal de choses, et voilà, un développeur, il va vraiment faire un projet souvent de A à Z. Donc notre clientèle aujourd'hui, c'est vraiment les TPE, PME qui ont des besoins, qui n'ont pas trouvé leur bonheur dans un outil du marché et qui ont vraiment un besoin d'automatisation de leur processus métier. Donc je vous ai dit, nos outils sont Glide et Make. Si ça vous intéresse, je vous invite à les regarder. Donc on va faire différents types d'outils. On va faire des ERP, on va faire beaucoup de CRM, des outils de gestion de clients, contacts, prospects. Voilà, on va travailler sur des applis dans la logistique, voilà, donc vraiment c'est super varié. Nous, notre force, bien sûr, c'est que nous, on connaît les problématiques métiers. Hein, on sait ce que c'est la logistique, on sait ce que c'est la finance, on sait ce que c'est la gestion de stock, etc. Donc c'est ça vraiment notre force. Les problématiques de nos clients, c'est la ressaisie d'informations entre plusieurs outils qui ne sont pas interconnectés entre eux, c'est beaucoup de temps passé sur les tâches administratives. Nous, quand on intervient dans une entreprise, on va à peu près aller faire gagner entre 20 et 30% de productivité sur les postes de travail sur lesquels on s'intéresse, grâce à l'automatisation et l'interconnexion des outils entre eux. Et nos clients, bien souvent, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils n'ont pas trouvé leur bonheur dans un outil du marché, ils ont des fichiers Excel. Vous en avez des fichiers Excel? Ouais, un petit peu. Ou Google Sheet, ça marche aussi. Hein. Nous,
Notre plus grand concurrent aujourd'hui, ce n'est pas des outils développés sur mesure en code, c'est des fichiers Excel. Nous, souvent, notre base de travail, ça va être des fichiers Excel qu'on va récupérer, puis on va transformer ça en une application puissante interconnectée. Voilà, je vais vous montrer quelques cas. Bon, là, vous avez un petit peu les clients avec qui on travaille ici, ou plutôt national. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Socomore, l'ICAM, plutôt dans les écoles, Austria, qui est une petite PME industrielle, l'ACAPEB, donc la Fédération des artisans. Voilà, plutôt de la TPE-PME. Donc on touche à plein de secteurs d'activité différents. Donc par exemple, là, on accompagne vraiment de l'indépendant à la petite PME de 200 personnes. Ça, par exemple, c'est un indépendant qui nous a missionné pour automatiser une partie de son activité. Donc c'est un distributeur de boissons pour les bars et restaurants qui passait 1 jour par semaine à faire des devis et des factures. Donc nous, on lui a fait une application pour gérer tout son catalogue produit, automatiser un certain nombre de choses, et notamment la gestion des devis et des factures. Et donc 1 jour par semaine, on arrive à faire gagner avec une application sur mesure. Donc là, ce qu'il avait avant, concrètement, c'était des fichiers Excel pour gérer tout ça et beaucoup de tâches manuelles. Donc ça, c'est quelqu'un qui n'aurait jamais eu le budget de se payer une application en code traditionnel, bien sûr. Donc c'est vraiment en ça que le no-code est une réponse. Donc voilà, devis et facture à la main, beaucoup d'impayés, manque d'analyse. Donc nous, on automatise tout ça, on automatise les relances d'impayés, les dashboards, etc. Bien sûr, grâce à tout ce qu'on va faire. Résultat, le catalogue en ligne, tout en automatique, les relances d'impayés, etc. Un chiffre d'affaires multiplié par 3 avec une équipe égale. Donc il est toujours tout seul, il a multiplié son chiffre d'affaires par 3 grâce à notre application. Un autre cas plus récent qu'on vient de livrer, c'est un ERP du coup pour Austria, qui est une petite PME industrielle qui fait des matériaux à base de coquilles de coquillage, qui récupère sur les plages bretonnes des huîtres, des moules, etc. Et ils concassent ça, ils font des plateaux, ils coulent ça, ils font des plateaux de mobilier pour faire des plans de travail, des tables, des chaises. Donc là, quand on les a rencontrés, ils avaient une dizaine de fichiers Excel pour faire tourner leur activité. Donc voilà, recevoir une commande, planifier la production, gérer la qualité, les expéditions, etc. Donc ils nous ont contactés pour remplacer tous ces fichiers Excel par une application puissante et interconnectée. Et les problématiques, c'était de la donnée éparpillée, des outils non connectés, manque de fiabilité. Et donc nous, on est arrivé, on a tout connecté. Notre plus grand concurrent, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, notre plus grand concurrent, c'est pas le code aujourd'hui. Les gens qui nous contactent, avec qui on travaille, ils n'auraient jamais eu le budget de coder une solution. Le plus gros concurrent, c'est Excel et Google Sheet. Et on a aussi beaucoup de nos clients qui n'ont pas trouvé leur bonheur dans les solutions du marché. C'est vrai qu'une solution du marché, ça veut répondre aux besoins de tout le monde, c'est souvent très complexe. Et puis il va manquer la petite spécificité de l'entreprise qui va faire la différence. Et donc nous, c'est ces gens-là qui nous intéressent. Et c'est à eux qu'on répond au mieux à leurs besoins. Le no-code, bien sûr, ça a des limites, ça ne répond pas à tout. Donc déjà, nous, Glide, je parle pour les outils qu'on utilise, c'est 10 millions de lignes de données. Donc si on va faire des applications à plus grande échelle, ça ne passera pas forcément. Mais on peut faire quand même du SQL, donc on pourrait aller un peu plus loin. C'est souvent des systèmes d'abonnement mensuel. Donc ça aussi, ça peut être un frein. Donc souvent un coût à l'utilisateur. Nous, c'est un coût à l'utilisateur. Donc forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Et puis, bien sûr, on a quand même une dépendance aux outils, donc il faut faire confiance en l'outil en lequel on parie. Donc c'est ça, on va dire, vraiment les limites du no-code. Là, je ne vous parle que des outils que nous on utilise. Il y en a plein d'autres. Il y a des outils aussi qui permettent d'exporter le code, comme Flutterflow. Je vois Nicolas, je l'ai vu derrière, qui est pro de Flutterflow. Là, on peut développer son application sur Flutterflow en Flutter, exporter le code, le réutiliser. Donc ça peut être des choses qui sont intéressantes. Mais en tout cas, pour notre cas, c'est vraiment ces limites qu'on peut rencontrer. Donc, conclusion, quel avenir pour le développement informatique? Moi, ce que je constate, c'est que c'est deux mondes qui vont cohabiter. Je ne vous ai pas dit aussi, nous, on fait quand même un petit peu de code dans nos applications. On fait un peu de JavaScript, un peu de HTML, un peu de CSS. Voilà, ça reste très succinct. On se base on va beaucoup s'aider de l'IA pour faire ça. Mais voilà, c'est pas le but. Nous, le but, c'est vraiment d'être le plus rapide possible. Puis nos clients, c'est des outils internes, donc pas forcément besoin d'énormément de personnalisation. Donc voilà, mais on utilise quand même de plus en plus. Est-ce qu'on va réussir à créer ensemble une application en 3 minutes, messieurs, dames? Allez, c'est parti. Ce qu'on va faire, on va essayer de faire ensemble un petit CRM, donc un outil de gestion de contact, en 3 minutes. Attention. Donc là, je suis dans Glide, mon outil. Alors, désolé, on ne voit pas super bien sur l'écran. Mais du coup, je suis dans un espace où je vais créer une nouvelle app d'une page blanche. Voilà, je fais Create App. Vous allez voir un peu la logique qui est souvent assez similaire entre les différents outils no-code.
Alors, est-ce qu'on va avoir le réseau aussi pour faire ce qu'on veut faire? Ouais, ça marche. Donc là, on arrive dans l'interface de construction d'application de Glide. C'est de la construction très visuelle. Donc là, je vois vraiment, là, je suis sur une app téléphone, mais je peux me mettre aussi en app PC. Et je vais assembler mes blocs et voir directement en fait, à quoi ressemble mon application. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais importer une petite base de données. Et là, je viens d'avoir une table entreprise qui vient de se créer avec des noms d'entreprise, des adresses, des contacts, le logo, etc. Donc là, je vais retourner dans mon layout, c'est là où je construis mon application. Et je vais rajouter un menu qui se base sur ma table entreprise. Et donc, vous voyez que déjà tout de suite, il a reconnu où était mon image, où étaient les infos importantes. Voilà, donc là, déjà, j'ai une liste assez intéressante de mes entreprises. Alors, vous inquiétez pas si vous ne voyez pas très bien. Vous allez pouvoir, dans quelques secondes, télécharger l'application. Donc là, je vais ajouter une petite carte déjà, parce que j'ai une adresse. Donc là, j'ai fait... en fait, je suis dans la bibliothèque de composants, nos fameux blocs. Donc j'ai plein de composants à disposition. Et notamment, j'ai un composant qui s'appelle map. J'ai directement tout qui est préparamétré. Je vais lui dire où est... Donc le principe, c'est nos composants à gauche et le paramétrage de nos composants à droite. Donc là, je vais lui dire où est l'adresse dans ma base de données de mon entreprise. Donc là, déjà, voilà, on a la carte de l'entreprise, on a une petite fiche un peu plus construite, on va rajouter le logo de l'entreprise. Donc tout simplement, c'est quand j'ajoute une donnée, je synchronise avec une colonne de ma base de données. Donc je vais mettre un bouton appeler. Voilà, je vais lui donner un petit icône et je vais lui associer une action qui permet d'appeler. Alors ça va être mon numéro. Donc quand vous allez télécharger l'application, vous pourrez... Ce sera moi que vous appellerez. On peut faire un deuxième icône, par exemple, pour envoyer un email. Donc là, je mets mail, je vais mettre ma petite enveloppe et je vais associer une action qui permet de... Alors, on va faire ce qu'on appelle un mail tool. Mais on pourrait faire des choses plus complexes aussi. Et si vous sortez votre téléphone, vous allez avoir un petit QR code. Alors, je ne sais pas si avec la qualité de l'écran, on va réussir à... Alors, est-ce que ça marche? Yes. Ouais. Et vous pouvez tester le bouton appeler. On va voir si ça... Est-ce que quelqu'un teste le bouton appeler? Voilà. Et là, je vais vous spammer pendant une semaine. Merci à tous. Bonsoir à tous. Je vais me mettre de ce côté. Ouais, ça va le faire. Donc effectivement, Ludovic, moi je suis ingénieur informatique. Je m'excuse d'avance pour ceux qui s'attendent à quelque chose de pas trop technique. Je pense que ça va être assez technique. En tout cas, ça va être orienté dev. Donc ce qu'on va voir dans la présentation, c'est on va regarder un petit peu l'historique. Première partie, l'historique un petit peu de nos outils, comment ils ont évolué dans le temps, et puis aussi, surtout, on parle d'intelligence artificielle, de code, de génération, que ce soit génération de code ou de texte. C'est ce qu'on appelle les LLM. Comment ça fonctionne? Puis, vraiment, très basiquement, ça va être la partie la plus technique. Je vais essayer d'aller pas trop dans le détail, mais c'est important de comprendre comment ça fonctionne, parce que sinon, on ne comprendra pas les biais derrière de ce que ça va générer. Dans une deuxième partie, on va rentrer plus dans le détail des outils. Il y aura une partie low-code, mais qui ne sera pas, du coup, on ne se marche pas sur les pieds. C'est vraiment low-code avec intelligence artificielle. Ensuite, pour ceux qui ont des outils qui sont sur des codebases plus gros, des outils plus assistants développeurs. Et puis ensuite, on parlera des agents d'intelligence artificielle, qui est un peu la tendance du moment. Et puis à la fin, on abordera l'opportunité et défi. Mais je ne rentrerai pas trop dans le détail parce que ça fera partie du débat. Alors allons-y sur cette partie-là. C'est vrai que c'est pas lourd. Ok. Alors en 1990, on commence à avoir, dans les années 1990, on commence à avoir les premiers outils d'intelligence. Au moins, j'étais assez jeune, mais autocomplete et suggestion. Ensuite, dans les années 2000, on commence à avoir des choses un petit peu plus poussées, analyse statique, que ce soit des outils extérieurs, que ce soit intégrés à nos IDE, nos environnements de développement. Des outils comme Sonar qui étaient extérieurs, des outils comme Eclipse qui permettaient à l'époque de faire du refactoring comme on ne pouvait pas le faire auparavant, en tout cas ça prenait du temps. Puis on voit une petite période, il y a deux petites barres là entre 2000 et 2018-2019, puis on a les premiers LLM pour le code.
On n'en a pas trop entendu parler, à part si vous étiez intéressé par le milieu. Puis c'est vraiment vers 2021 qu'on commence à avoir les premiers outils d'aide à la création, avec GitHub Copilot qui sort en bêta. Très vite, la bêta est fermée. Enfin, fermée, il n'y avait plus de monde qui pouvait y accéder. C'était basé sur OpenAI Codex. En parallèle de ça, il y a Tabnine, qui est une entreprise qui existe toujours aujourd'hui, qui faisait leur propre modèle à cette époque-là déjà, en parallèle de Microsoft et d'OpenAI, mais qui n'avait pas la puissance marketing. On verra plus tard que c'est toujours un IDE hyper intéressant. 2022, on commence à générer carrément des blocs de code entiers. Donc c'est pas la même chose, on n'est pas en train de compléter du code, on est vraiment en train de générer des classes, des bouts de code au complet. Et on a ChatGPT qui sort, 2022, c'est pas si loin. Et là, on peut discuter déjà. On peut commencer à discuter avec bonne ou mauvaise réponse, mais on peut discuter. 2023, l'agent est carrément intégré dans mon environnement de développement. J'ai une notion de discussion et je peux commencer à orchestrer des tâches. 2024, c'est le contexte, on va en parler juste après, c'est j'ai tous mes fichiers qui sont embarqués, quand je suis en train d'en éditer, j'ai tout ça qui est embarqué, je n'ai pas à le copier-coller comme on l'a pu le faire au début avec du ChatGPT ou autre. Et là, on peut commencer à avoir du refactoring avancé, et puis fin 2024, on commence à avoir des guidelines, c'est-à-dire je peux lui dire, moi, voilà mon style de code, voilà ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire, et son résultat va être un petit peu différent. Puis 2025, c'est les agents qui commencent à arriver. Les agents, c'est un petit peu comme dans Matrix, hein, ils sont tout seuls et puis ils font ce qu'ils veulent, puis vous les rattrapez à la fin ou pas. LLM, qu'est-ce que c'est? C'est un Large Language Model. C'est un modèle d'intelligence artificielle qui a été traîné sur énormément de code, énormément de texte, pardon. Et le but, son unique but, c'est de produire le mot suivant. Et le mot suivant, c'est ce qu'on va appeler un token. Alors une virgule, c'est également un token, mais peu importe. Et puis, il va se baser sur un contexte. Donc si on prend Mike is quick, he moves, désolé c'est en anglais, mais bon, peu importe. Ça c'est l'input, c'est ce que j'ai en entrée. Au milieu j'ai du modèle, c'est plein de poids, plein de vecteurs, et c'est des calculs flottants. Et puis en sortie, je vais avoir une probabilité. Puis la probabilité la plus haute, ça va être quickly, ou alors il y avait fast, il y avait light, puis on voit le pourcentage à côté. Et finalement, il va prendre la probabilité la plus haute. Donc c'est un modèle de probabilité, puis ça c'est hyper important de le comprendre, puis c'est pas une source de vérité. Donc pour ceux qui ont utilisé ChatGPT au début, vous lui demandiez combien de pattes avait un canard, il vous répondait 3 ou 4, il s'en tapait. Le but c'était qu'il vous réponde un canard à un chiffre pattes. Parce que c'était ça, et ensuite c'était juste une question de probabilité, il y a plus d'animaux à 4 pattes, donc il allait répondre 4 pattes. Il allait répondre 4 pattes pour un canard. Donc si on prend Mike is quick, on voit qu'en face de chaque mot, chaque token, il y a des variables, il y a des flottants, tout ça, ça va donner un contexte. Mais par contre, le gros truc qui a transformé les LLM, c'est l'architecture qu'on appelle des transformers. Pour tous ceux qui sont intéressés, en bas, il y a un lien, ça s'appelle Spreadsheets are all you need, pardon. Et là-dessus, vous pouvez faire tourner un LLM dans votre browser, dans un spreadsheet en fait, et vous avez tous les chiffres, vous voyez comment ça fonctionne, comment les mots, les vecteurs vont fonctionner, vous pouvez mettre vos propres mots. Le tout, c'est l'équivalent de ChatGPT 2 qui tourne dans un spreadsheet. C'est ChatGPT 2 dans un spreadsheet. C'est assez intéressant à faire tourner. Et donc, c'est la position des mots qui est hyper importante. On le voit bien dans l'exemple sur le spreadsheet. Là, on voit qu'il y a Mike is quick, he moves. Puis quick, en anglais, ça peut dire je suis très rapide, ça peut dire je suis intelligent, ça peut être un ongle, ça peut être un rapport avec le cœur, on ne sait pas. Mais par contre, le fait que derrière, il y ait le mot moves fait que derrière, il y a des mots, il y a des variables, des flottants qui vont venir jouer là-dessus. Et donc, la probabilité ça sera plus haute d'avoir le mot quickly. Mais c'est juste des probabilités. Ça n'est en rien une garantie que c'est le bon mot. Alors, si ça marche comme ça, comment ça se fait qu'il est capable de pondre du code? En fait, on les a entraînés avec beaucoup de code, beaucoup de code, beaucoup de code, beaucoup de code. Et finalement, derrière, les probabilités font qu'on va sortir quelque chose qui fait du sens. Et en plus, on n'est pas simplement en train de créer quelque chose, on n'est pas simplement en train d'avoir un seul input, on va lui passer tout un contexte. Donc ce qu'on voit à droite, le prompt, c'était le Mike is quick, c'est le message qu'on donne, puis on veut générer quelque chose à côté, mais nos IDE, nos environnements de développement, ils vont attacher plein d'informations autour. C'est ce qu'on voit avec le local project. Et mon prompt plus mon local project, on va embarquer ça dans du RAG, ça va être plein de vecteurs, et il y aura mes informations de tout mon projet qui seront embarquées à ça. Quel est mon fichier courant, quels sont les autres fichiers qui sont attachés, quel est mon style de code, quelles sont mes règles, etc. Tout mon repo au complet, donc tout mon code au complet, si j'ai des millions de lignes de code,
on aura pu fine-tuner un modèle. On a pris un modèle universel qui code du C++, du C#, voire un modèle complètement basique. On le fine-tune, donc on lui donne tout notre code. Et en fait, ça va venir changer les poids. Et comme ça va venir changer les poids, j'aurai plus de réponses. Ce sera encore plus fort pour que ça fitte avec mon résultat. Et donc le secret, toute la bataille qu'il y a entre les différents curseurs ChatGPT et autres, ça va être sur le contexte, sa taille, la priorisation des éléments et puis également la vitesse de réponse. Parce que j'ai beau avoir un modèle hyper intelligent, s'il met 30 secondes à me faire de l'autocomplétion, c'est pas relevant, quoi. C'est trop long. J'aurais fini par l'écrire. Les outils. Chaque outil, on va avoir son besoin. On rejoint un petit peu ce qui est mentionné tout à l'heure. Au niveau du low-code, différents outils qui existent. Il y a Bolt, Reply-It, V0 par Vercel. Au niveau des assistants de dev, Cursor, GitHub Copilot, Time9, il y en a plein d'autres, Superpowered et autres. Au niveau des agents AI, moins connus, il y a Devin qui est très connu, qui a fait parler de lui. On a eu une démo il y a un an et demi, puis aucun produit, puis maintenant c'est ouvert. CodeBuddy ou d'autres qui sont vraiment dans la sécurité. Les frontières sont assez fines. Un curseur commence à aller vers de l'agent. On peut aussi avoir quelqu'un qui n'est pas du tout dev et qui va utiliser un curseur, mais par contre, c'est une interface, c'est un IDE, c'est une interface de développement. Donc c'est vraiment plus costaud. Là où Bolt, on va voir que c'est vraiment quelque chose de plus simple, plus accessible. Mais par contre, par exemple, sur Reply-It, leur CEO a mentionné, nous on arrête de targeter les développeurs expérimentés, on se focus vraiment sur les développeurs, sur les non-développeurs. Donc leur but est d'avoir un produit qui fonctionne là-dessus. Le low-code. Alors voilà à quoi ressemble l'interface de Bolt New. On arrive sur une interface où il y a juste un champ qui nous dit qu'est-ce que vous voulez que je fasse aujourd'hui? Est-ce que vous voulez que je t'aide à créer une application mobile? Est-ce que tu veux créer un blog? Est-ce que tu veux créer un site web? Est-ce que tu veux... Et puis on va lui mettre un petit message. Donc c'est ce qu'on appelle le prompt. C'est ce qu'on voit en haut à gauche. C'est en anglais, mais c'est je veux builder une application. Et puis dans l'exemple que je vous ai fait, c'est à partir d'un code de couleurs, code hexadécimal. Je veux générer des palettes de couleurs associées. Assez basique, mais il faut faire des transformations un peu mathématiques pour avoir quelque chose qui donne là-dessus. Puis je lui dis fais-le bien, fais-le beau avec un loader puis des animations. Je lui donne l'image que vous voyez en bas à gauche. Ce que j'ai mis en haut à gauche, c'est clair. Si votre product manager vous donne ça, ça va être assez clair pour vous, mais vous allez le segmenter en petites tâches. Bolt, il y a une petite icône, là, la petite icône magique, puis si j'appuie dessus, il va me donner ce qui est à droite. C'est vachement plus précis. Ça dit que l'animation doit être entre 0,8 secondes et 1,2 secondes, que ça doit se passer comme ça, que je dois valider le champ d'entrée, que c'est un champ hexadécimal, sinon j'affiche un message d'erreur, etc., etc. Mais il a fait ça magiquement, puis si je ne l'avais pas fait, il l'aurait fait pour moi. Du coup, je rentre ça, j'appuie sur générer, il commence à me générer le code. Alors Bolt New, c'est basé sur StackBlitz, donc c'est un IDE en ligne. Et on voit que l'IDE commence à se remplir avec du code. Et puis d'un seul coup, il lance le browser. Donc à l'intérieur de mon browser, il lance un autre browser, puis je peux voir ce que ça donne. Puis j'ai mon palette générateur sur lequel je peux saisir un code, je clique sur générer, et il me génère la palette associée. Je n'ai pas écrit une ligne de code, j'ai un projet qui est sauvegardé, je peux voir le code. Il a utilisé React, Tailwind, Lucid, React pour les icônes, vite pour bundler, puis j'ai rien touché, j'ai même pas demandé, je sais même pas comment ça fonctionne. Puis si je veux le déployer, il y a une petite icône déployer là-haut, puis ça me donne l'URL qui est ici. Ça a généré 3 fichiers, j'ai rien écrit. Alors vous allez me dire c'est bien, mais après qu'est-ce qui se passe quand je veux le modifier? Quand je veux le modifier, dans l'interface qu'on voyait tout à l'heure, il y avait un petit champ texte sur le côté, puis c'est comme si vous discutiez avec ChatGPT. Alors là, je lui dis, tiens, j'ai vu sur Internet qu'a priori, on peut demander on peut donner un nom à la couleur. Ça a l'air d'être une API genre The Color API, voilà à quoi ça ressemble, puis je lui donne un peu n'importe quoi. Je lui donne ça, il y a du Hex, du RGB, du HSL, du CMYK, qui sont différents formats de couleurs. Je lui donne le lien vers la doc, puis je dis, jette-moi un bouton rond pour générer des couleurs de manière aléatoire. Et puis affiche-moi les noms. Il cherche, il va lire la doc, il regarde, il propose. J'ai rien touché, il m'a rien demandé. Il a mis à jour le fichier, puis j'ai mes noms, comme vous voyez les noms en bas là, des couleurs. Puis j'ai un bouton random qui génère ça. Donc le public non développeur, on est quand même sur des gens qui ont envie de bidouiller un petit peu, parce que ça génère du code, ça déploie à un certain endroit. Mais par contre, je peux prototyper hyper rapidement. Ou alors je peux faire une app
pour un prospect ou pour quelque chose comme ça, voilà, assez rapidement. C'est un éditeur de texte assez simplifié. C'est beaucoup basé sur les suggestions d'IA. Et puis, le seul risque, je dirais, c'est d'être un peu dépendant de la plateforme, parce que c'est sur cette plateforme. Après, vous pouvez toujours downloader le code et l'utiliser. Mais si vous restez dedans, voilà. Alors, BoldNew, Gwen m'a envoyé l'info, ils sont 15 développeurs. Ils sont passés de 0 à 20 millions d'annual recurring revenue. Donc, c'est-à-dire combien ils font par année, voilà, en 2 mois. En février 2025, pour ceux qui codent des applications mobiles, moi j'en suis, j'utilise Expo qui grossit beaucoup, etc. Expo a fait un partenariat avec Bolt pour qu'en un clic, vous déployiez une application sur l'App Store. Moi, ma première application que j'ai créée sur l'App Store, c'était l'iPhone 1, Android 2. Ça prenait des mois, c'était vraiment long, là. Genre, rien que builder ton app, c'était compliqué. Donc c'est une assez grosse... voilà, c'est assez gros. Au niveau des développeurs, des assistants de développeurs, là on va plus être pour booster la productivité. Je vous montre un exemple de ce que ça donne avec Cursor. Donc là on est des développeurs, on a notre interface de développement. Là Cursor c'est un fork de VS Code, donc on retrouve l'interface. Par contre la nouveauté c'est ce qu'on voit sur la droite. On voit une section chat, composer, bug finder. Le reste on est sur un éditeur normal. Et puis il y a d'autres où ça va être des plugins qui vont être intégrés. J'ai refait exactement la même chose. Je lui ai donné l'image, je lui ai donné le petit texte de départ et je lui ai juste dit donc, de me le générer sur un projet tout nouveau, sans rien du tout. On voit qu'il génère, il me génère du code, on voit qu'il me met le code au fur et à mesure à la volée. Et puis à la fin, il va m'expliquer ce qu'il a fait. Donc contrairement à Bolt qui me donne ce qu'il a donné, lui, il va m'expliquer parce que c'est plus orienté dev. Mais là, par contre, à la fin, j'ai rien. J'ai 3 fichiers, je ne peux pas les lancer. Donc je peux ouvrir mon fichier HTML dans mon browser, mais je n'ai pas de lien Netlify, je ne peux pas le partager avec quelqu'un. Ce n'est pas aussi intégré qu'un BoldNew qui a cette promesse de déploiement automatique. Mais ça fonctionne. C'est un peu moins fancy. Il n'y a pas eu la petite icône magique. Si j'avais pris le prompt magique de BoldNew et que je l'avais donné à Cursor, j'aurais sans doute eu un truc un peu plus sexy. Puis je vais faire un autre exemple pour vous montrer l'importance du contexte. C'est que là, je rentre dans un projet dans Cursor, mais par contre, je lui ai dit, j'ai déjà des fichiers React dedans, parce que c'est déjà un projet existant. Donc il sait qu'il est en React, en TypeScript, en JavaScript, peu importe, ça peut être n'importe quoi. Et je lui passe exactement le même prompt. Ben là, le code qu'il va générer, c'est dans du React. Donc si je refais un petit parallèle avec mon schéma que j'avais en introduction, c'est le contexte. J'ai le même prompt. Par contre, le contexte, le RAG a été embarqué et a été passé. Mais ça, c'est magique pour nous, on ne le voit pas. Mais c'est hyper important de le comprendre. Au niveau de Cursor, du coup, on va avoir la complétion. Donc, je parlais dans les années 90, IntelliSense ou autre. Voilà. J'ai appris ça aussi à l'école d'ingénieur. Il y a une grammaire par langage et c'est comme ça. On propose le token suivant, le mot suivant. Ça se code pour faire ça. Là, on est dans un autre niveau. C'est-à-dire que la complétion de code, c'est par exemple... J'étais en train d'écrire mon composant et puis je veux aller chercher le nom de la couleur. Donc je commence à mettre un commentaire. Mon commentaire, c'est « va fetcher le nom de la couleur ». Parce que vous voyez juste en dessous, le const fetch color name, etc., les 4 lignes, c'est automatiquement généré. Donc on est bien plus que dans de l'IntelliSense qui me propose un petit bout de token suivant. Voilà. Si je veux générer quelque chose et puis je ne veux pas que ce soit dans mon code, je veux que ce soit un peu ailleurs, dans ce cas-là, je vais utiliser la partie chat. Dans la partie chat, je vais mettre le même prompt que tout à l'heure, et là, il va me proposer le code qui est à droite, mais dans le chat, pas directement dans l'IDE. Et il va me dire, voilà ce que je te proposerais pour aller fetcher, je ferai un wait, fetch, etc. etc. Et puis, on peut faire la même chose avec des tests unitaires. C'est-à-dire, j'ai fini de coder mon composant, je vais dans le chat et je lui dis, tiens, génère le test unitaire. Ou alors, je suis dans mon fichier de test unitaire, je code mon premier test, puis mon deuxième test qui est de tester quand la donnée est invalide, je commence en disant tiens, je teste que la donnée est invalide et plac, il va me sortir le même bloc que là-haut, mais pour mon test unitaire, basé sur mon premier test unitaire. Toujours pareil avec le contexte. Rapidement, pour ceux qui voudraient utiliser Cursor et qui n'ont pas compris ou qui veulent utiliser des interfaces comme ça, c'est hyper important de bien comprendre le contexte. Si vous êtes sur une partie de chat et que vous uploadez ou que vous sélectionnez aucun de vos fichiers de votre IDE, il n'y a rien qui est envoyé. Vous êtes juste en train de discuter comme si vous étiez en train de discuter avec un chat GPT. Donc vous ne pouvez pas lui dire « dis-moi ce qu'il y a dans tel fichier ». Il ne le sait pas. Dans Cursor, ils ont une notion qui s'appelle Composer, où là,
il envoie, à chaque fois que vous faites une requête, il envoie les fichiers qui sont ouverts et le projet local. Et ils ont un mode agent, où là, le mode agent, il peut exécuter des choses qui sont sur votre machine. Donc là, il peut faire un find, par exemple, tu peux lui dire « donne-moi tous les fichiers qui contiennent tel mot ». Et il peut aller le chercher via un find. On peut également pointer vers des ressources Git ou des sites web. On peut appliquer des règles. Avant, c'était de manière plus ou moins à quiche, on va dire. Maintenant, il y a vraiment une interface. On va dans les règles du projet et puis on peut dire voilà mon code style, voilà mes naming conventions, voilà mes performance optimization, mes tests unitaires. Vous avez un exemple en bas à droite. Et on peut voir que là, du coup, quand il m'aura généré mon code, donc le même prompt que celui que j'ai fait tout à l'heure, il va me générer mes composants selon un certain naming, au bon endroit, etc., en ayant fait plusieurs, parce que je lui ai dit, bah, moi, je préfère qu'on fasse plein de petits composants plutôt qu'un gros bout de code. Donc, quand je vous ai montré tout à l'heure, il m'avait généré 3 fichiers énormes, plusieurs centaines de lignes de code, alors que c'était simple. Ensuite, je lui ai remis mes guidelines. Et une des guidelines, c'est je préfère split in small components to facilitate testing. Bah, du coup, il m'a généré 3 composants. Un pour l'input, un pour la palette, un pour le color box. Plus agréable. Donc là, on est sur des assistants, le public, développeurs juniors, expérimentés, qui souhaitent améliorer leur écriture de code. On peut l'utiliser pour des refactoring, pour des suggestions d'optimisation. C'est intégré aux IDE, j'en ai déjà parlé. Un point important, parce que je ne le remets pas après, Gartner a mentionné il n'y a pas longtemps que en 2028, 75% des entreprises, des ingénieurs de développement logiciel en entreprise, utiliseront du code généré par intelligence artificielle. On était seulement 10% en 2023. Les agents d'IA, on est sur une autre dimension. Je disais tout à l'heure à la blague que c'était un peu comme Matrix, mais c'est le même principe. L'agent d'IA, vous lui lancez, vous lui donnez une tâche et vous attendez qu'il vous donne la réponse. Donc vous n'êtes pas en train de l'accompagner, alors que le chat, on est vraiment en train de l'accompagner. Devin, il y a eu des démos qui ont été faites il y a 1 an et demi. Il y a à peu près 5 mois, c'est sorti. C'est $500 par mois, donc c'est opérationnel, hein, vous pouvez l'utiliser. Par contre, c'est comment on interface avec lui, du coup. Du coup, on peut interfacer avec lui avec Slack, on peut interfacer avec lui, l'interface qu'on voit ici, c'est un chat interne sur le site de Devin, ou via carrément une pull request. Donc, je vais sur mon Slack, je lui donne un Jira ticket, il a accès à mon Jira parce que c'est un user Jira. Il va lire le data, il va dire « Ok, c'est ça qu'il faut faire, je vais aller chercher tel repo. » Et si je vais sur la petite interface qui est à droite, on peut voir un shell, un browser, un éditeur, un planner. Et il va réfléchir, il va se dire « Il faut que j'aille chercher tel bout de code. Je prends tel bout de code, je fais la modification, je génère une pull request. » Vous êtes déçu de son résultat dans la pull request, vous lui dites « C'est pas bien ce que tu as fait, tu as l'air d'un mauvais développeur. » Et puis il va vous répondre, toujours gentiment, toujours avec le sourire. Alors là, on est dans un autre niveau, c'est assez expérimental quand même. Hein. Quand c'est sorti il y a 1 an et demi, il n'y avait pas grand monde qui faisait ça. Aujourd'hui, vous avez un cursor adjunct aussi qui peut tourner sur votre machine. Donc là, comme je vous disais, il peut chercher, il peut exécuter des commandes. Donc pareil, vous lui dites, je veux que tu fasses ça dans mon repo, il va le faire. Aujourd'hui, il y a Claude, donc ceux qui font tous les langages Claude Sonnet, qui sont les meilleurs langages de code, qui ont sorti Claude Code. Et c'est un agent, c'est en recherche, c'est disponible uniquement pour certains chercheurs, mais c'est un agent, vous le faites tourner, puis c'est exactement pareil. Vous lui dites fais ça, et puis il vous explique qu'est-ce qu'il va faire, vous validez les différentes étapes, et puis ça passe à travers. Donc c'est expérimental, ça nécessite des garde-fous, une surveillance. Puis je dirais que le plus gros problème qu'on a aussi bien dans Cursor Agent ou avec des Devin ou autres, les problèmes qui sont remontés, c'est que globalement l'agent il veut toujours résoudre et toujours répondre. C'est exactement la même chose que ce que je mentionnais au tout début à l'introduction. ChatGPT, il veut toujours répondre. Et tant qu'il voudra toujours répondre sans être capable de nous dire « je ne sais pas la réponse » ou sans être capable de dire « j'ai besoin d'aide », ça ne fonctionnera pas. C'est comme un développeur qui s'enfarge dans sa tâche pour 1 semaine en disant chaque jour « tout va bien, je vais m'en sortir » et en fait, il ne va pas s'en sortir. Lui, il va faire pareil, sauf qu'au final, il vous aura écrit 10 000 lignes de code sur un truc qui en vaut peut-être 500, quoi. Mais ça va fonctionner, par contre, parce qu'il aura réussi. Alors, je disais en début que les agents d'IA, ça va être pour cette année. Il y a énormément d'outils qui sont en train de sortir. Tab9, ils ont sorti les 4 catégories. Nous, on est en train de discuter avec eux pour les intégrer au sein de Lander.
Onboarding agent, code fix agent, code review agent, test agent. Onboarding, c'est vous avez des nouveaux développeurs qui arrivent dans l'entreprise, ils ne savent pas comment setuper leur machine, etc. Alors je ne vous dis pas, vous leur donnez l'ordi, vous les laissez se débrouiller, mais globalement, ils vont avoir des questions, hein, ça prend plusieurs semaines. Ben, du coup, tous ces documents-là, ils auront été mis, puis vous pouvez discuter avec un agent qui va les aider, les épauler. Code Fix Agent, on en a parlé, c'est un petit peu à la Devin, donc de Jira à la pull request. Voilà. Est-ce que ça vaut la peine qu'il y ait un développeur qui ouvre une pull request et qui prenne un temps et qu'on estime un truc quand c'est un changement de texte? À discuter, on pourra débattre dessus. Code Review Agent, on n'est pas sur l'analyse statique, ça peut faire de l'analyse statique, mais ça ne remplacera pas des outils d'analyse statique qui seront bien plus puissants, puisqu'encore une fois, on est sur quelque chose de probabilité, et le statique, ce n'est pas juste de la probabilité. Mais par contre, il y a des règles que je ne peux pas coder en statique. Ben là, du coup, je vais pouvoir les définir, et il y aura un agent qui va faire une première passe. Pour des juniors, c'est hyper intéressant, ça veut dire qu'ils vont avoir un premier feedback, qu'ils peuvent eux-mêmes d'ailleurs exécuter sur leur machine, et ensuite avoir un retour directement dans la pull request. Puis le test agent, là, c'est un peu plus expérimental, c'est augmentation de la couverture de code. Donc, je reprends un vieux code et puis par contre, il faut qu'il fonctionne. Pourquoi pas? Donc, j'augmente les tests unitaires, mais basés sur le code existant. Ce qui m'intéresse plus, moi, c'est plutôt la création de tests scénariés, de tests basés sur le code. Il va lire le code, puis il va dire, je pense que si tu fais ça, 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 ça ne marche pas. On va attaquer les opportunités et défis. Alors, je mentionnais tout à l'heure que voilà, chaque modèle est différent. Je parlais de Claude Sonnet, de ChatGPT, il y a des Mistral. Je pense qu'on peut être fier, sans faire cocorico, je pense qu'on peut être fier de ce qu'on fait avec Mistral, si ce n'est pas forcément détenu par des fonds français. Mais tous les fonds, donc tous les LLM ne se valent pas. On voit en haut du coup le score d'intelligence. Donc à droite, on a un Mistral Small avec un 35. Et puis à gauche, on a des modèles comme DeepSeek R1, si vous avez entendu parler, du Grok 3 qui fait un peu, voilà, O1, O3 mini, qui sont des modèles de résonance, qui résonnent, pardon. Des modèles qui résonnent, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avant de proposer du texte, il va proposer un plan. Il va dire, je pense que ce que je vais faire, c'est ça. Puis il va le repasser dessus, puis il va dire, peut-être je devrais plutôt aller vers ça. Il va repasser, puis à un moment donné, il va se dire, ouais, je pense que c'est pas mal, ok, donc je vais produire le texte. Par contre, bah, ça coûte. Un O1, c'est le plus intelligent. Par contre, si vous regardez le prix, c'est le plus coûteux. Puis si vous regardez la vitesse, bah, il n'est même pas parmi les 10 premiers. Donc en autocomplétion, quand je suis en train de coder et que je veux de l'autocomplétion, je ne vais pas utiliser un O1 parce qu'il va me répondre, j'aurai fini ma ligne. Pas intéressant. Par contre, quand je suis en train de faire un refactoring ou une architecture, que je lui dis, tiens, je suis en train de migrer d'un Next.js 3 ou d'un MySQL 3 à un MySQL 7, ça pique un peu. Voilà toute la doc, puis propose-moi un plan sur ce qu'on peut faire. Ben là, ça vaut la peine. Puis je vais le laisser, puis il va travailler 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Et puis il va me dire, voilà ce que je pense qu'il serait possible comme plan. Pour de l'autocomplétion, il y a de grandes chances que je prenne un petit Mistral Small, open source, que j'aurais fine-tuné aux petits oignons. Donc là, je parle vraiment pour des gens qui font Cursor ou autre. Open source, fine-tuné, un langage, c'est du JavaScript, c'est du TypeScript, c'est du C#, c'est du etc. Je l'ai fine-tuné, c'est hyper performant. Je mentionnais Claude qui est sorti aujourd'hui, j'ai rajouté le slide juste au dernier moment. Claude 3.7 qui est sorti, alors vous voyez les chiffres, on voit pas les couleurs. DeepSeek, OpenAI O3, OpenAI O1 qui coûte les yeux de la tête, ou un Claude 3.5 Sonnet sur un test, sur des tests de code, c'est à peu près 49% de réussite sur des tests assez poussés de code. Claude Sonnet 3.7 qui est sorti aujourd'hui, c'est 62%. Je ne sais pas si vous savez un petit peu le niveau, sachant qu'en speed, on est beaucoup plus rapide que sur du O1 ou du O3. Et le mode thinking, donc le mode reasoning de 3.7, donc plus long à réfléchir, son pourcentage, c'est 70%. Au niveau des... Je pense que j'en ai parlé un petit peu, attention aux hallucinations. Ça, c'est un schéma que l'année dernière, j'étais à la GTC de NVIDIA là, à San Francisco, et il y avait le CEO de Time9 qui avait fait ce slide. Je vous l'ai repris. C'est vraiment pour montrer la différence entre l'assistant et l'agent. Je pense que c'est vraiment à garder en tête. L'agent, c'est vraiment, vous lui donnez un input, vous avez un output, vous le vérifiez, mais entre les deux, vous ne savez pas ce qui s'est passé. L'assistant, aujourd'hui, on y va étape par étape. J'ai effectivement un IA avec moi, mais par contre, je l'accompagne.
Donc bien garder la main sur la conception, pas de copier-coller sans comprendre. Aujourd'hui, je pense que au niveau des agents, c'est assez exploratoire. Bien le personnaliser et puis conserver un code review humain. Hein, c'est un peu comme un développeur qui nous ouvre une pull request ou qui nous propose quelque chose, il faut toujours regarder. Au niveau des défis, c'est d'où vient le code. Il y a deux choses, d'où vient le code et puis qu'est-ce qui fonde mon code qui est généré. Donc on a dit que ça avait été traîné sur énormément de textes, les modèles ont été entraînés, sur des dépôts publics. Par contre, vous savez que le code il a des licences, c'est pas parce qu'il est open source qu'on peut le réutiliser. Bon, s'il a été entraîné avec ça, ça veut dire qu'à un moment donné, il peut me ressortir le même code. Alors bon, on est dans des scénarios un petit peu, voilà, vous faites exactement le même bout de code qu'un code qui est open source avec une licence que vous n'avez pas le droit d'utiliser, mais vous ne saviez pas qu'elle existait. Est-ce que vous auriez codé la même chose? Oui, non. Ça reste quand même un petit peu débattable, quoi. Il y a une machine qui a été entraînée qui peut-être va mettre le même code sur un code qui n'est pas propriétaire. Donc là, pour cette partie-là, et pour la partie privacy dont je vais parler après, il y a des solutions qui existent, Tab9 Private ou Copilot for Business, où là, ils garantissent que les modèles qui sont utilisés n'ont pas été traînés sur des modèles qui n'ont pas les bonnes licences. Les autres, ils ne se mouillent pas trop, quoi. En gros, ils ont tout utilisé. Et puis l'autre question qu'il faut se poser, c'est où va notre code? C'est-à-dire, à chaque fois que j'ai de l'autocomplétion, ça tape un modèle. Que le modèle soit local ou qu'il soit distant, forcément, il y a quelqu'un qui répond, il y a quelqu'un qui peut loguer, qui peut en faire des analytics, qui peut savoir quel est l'input et quel est l'output. Et puis si j'accepte la réponse, c'est plutôt positif, ça va sûrement être marqué quelque part. Si je ne l'accepte pas, je vais continuer à coder. Bon, de là à dire que ce que j'ai continué à coder n'a pas été renvoyé également pour pouvoir servir le modèle derrière, reste à chacun pour voir. Et puis bien sûr, quand vous êtes en mode chat en train de discuter et que vous accompagnez un fichier ou que vous envoyez du data, là, si vous êtes en train d'appeler un O1, un Claude Sonnet 3.5 ou autre, vous envoyez votre data. Donc là aussi également, des sociétés comme Time9, c'est vraiment leur cœur de métier, donc ça fait des années qu'ils font ça et ils travaillent avec des banques et autres, où là du coup c'est des instances qui sont dédiées chez Time9, donc on n'est pas sur les mêmes tarifs, mais c'est des instances dédiées avec du Claude Sonnet, mais par contre, donc en l'occurrence, avec du Claude Sonnet, mais le data ne sort pas de là. Donc le modèle est là, payé acheté à Anthropic pour l'entreprise. Puis la dernière partie, je pense, dont on pourra débattre aussi, puis je serais content d'en parler avec vous, c'est comment va évoluer notre rôle, comment on se positionne par rapport à tout ça. Est-ce qu'on doit avoir peur du fait que la machine est capable de coder pour nous, comme on l'a vu, Bold New, hein, moi je le mentionnais, j'ai fait des applis en Objective-C, voilà, des langages, aujourd'hui c'est quand même vachement plus simple. Nos apps sur mobile font tous 400 mégas pour une simple app, mais bon, ça c'est pas grave. Comment on va collaborer entre l'homme et l'intelligence artificielle, comment on va se positionner. Je pense que c'est important quand même d'avoir, pour tous ceux qui sont techniques, de s'intéresser à ça, de comprendre le prompt engineering, de voir les limites, de bien comprendre que ce qui est généré, ce que je mentionnais au début, c'est des probabilités, hein, donc c'est pas forcément la vérité. Mais que par contre, plus je discute, plus je donne de contexte, plus je peux avoir quelque chose de cohérent. Puis moi, je pense que ce sera sur un délai assez long, ça va se passer assez long. Si je souhaite continuer à coder, je ne pense pas que demain, tout le monde va nous remplacer. Je pense que ça va plutôt nous augmenter un petit peu, mais c'est vrai qu'il y aura sûrement une partie qui sera plus orientée conception, architecture, produit ou autre, parce qu'il y a des choses qui prenaient beaucoup de temps qui vont être plus simples à réaliser. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Ludovic pour cette présentation. Merci. On va passer à la partie débat. Si vous avez des questions par rapport à ce qui a été présenté, c'est le moment. Est-ce qu'on a une première question? Philippe, IoTBZH, Lorient. On vient loin. Alors nous, on est plutôt dans l'embarqué que dans le web. Et donc, un des points aujourd'hui qui nous embête le plus,
en fait, hein, c'est de montrer patte blanche de plus en plus sur la partie cyber, avec des respects de normes. Je parle pas de la partie technique, mais vraiment la partie administrative de la cyber, avec soit la norme ISO 27001 parce qu'on doit héberger des données clients, du NIS 2 pour ceux qui travaillent dans les infrastructures critiques, ou nous dans l'embarqué plutôt le Cyber Resilience Act. Et grosso modo, on nous demande toujours des choses spécifiques. Il y a des choses qui reviennent toujours, c'est d'où vient votre code, qui l'a écrit, comment vous prouvez que c'est cette personne-là qui l'a fait, comment vous pouvez prouver qu'il a été testé, et derrière de sortir grosso modo deux choses, hein, une liste de composants, d'où vient le code qu'il a pris, quelle était sa licence qu'il a écrit, et de l'autre côté, quelles sont les vulnérabilités connues attachées aux composants qu'on a embarqués. Et donc ces deux problèmes qu'on rencontre, donc soit dans la partie un peu no-code, où j'intègre plein de composants dont je ne suis pas forcément très sûr de pouvoir prouver en fait la viabilité, et dans la partie IA c'est encore pire, puisqu'effectivement tu as cité le problème des licences, c'est un gros problème, mais il y a exactement la même chose sur la partie cyber qui est comment je garantis en fait que ce code n'est pas malveillant et qui est-ce qui le signe. Et donc aujourd'hui nous, si on ne fournit pas ces composants-là, on n'a pas le droit d'aller en prod. Et donc la grande question que je vous pose, c'est comment vous voyez en fait la cohabitation entre les contraintes de cybersécurité et la génération automatique de code, qu'elle soit par des choses qu'on récupère ou par des choses qu'on a générées. Alors pour répondre à la question cybersécurité, outils no-code, donc déjà nous on travaille avec deux outils, je vous disais Glide et Make. Ces outils on les a pas choisis n'importe comment, on a choisi parce que déjà c'est des outils qui respectent les normes ISO 27001 et également les normes américaines SOC 2 type 2. Voilà, donc à ce niveau-là c'est ça qui nous a intéressé sur ces outils. Après je pense que j'aurais pas toutes les réponses à t'apporter. Et par contre, ce qui est intéressant forcément dans un outil no-code, c'est qu'on va utiliser un composant et dans des centaines et des centaines d'applications, et on va avoir une équipe qui va assurer la sécurité de toutes ces applications. En fait, plutôt que d'avoir une équipe de cybersécurité sur un produit, on a une équipe qui va toucher à plein de choses en fait, et c'est ça qui va être intéressant. Mais nous, on s'appuie que des outils ISO 27001. Et c'est pas nous, on n'est pas maître de ça en fait, c'est pas nous qui gérons ça. Je sais pas si ça répond à la question. Non. Et pour ma part, je pense que sur la partie génération de code, je pense que si ton souhait c'est si votre souhait c'est d'utiliser des outils de génération, d'intelligence artificielle pour générer une partie du code, je pense que ça vaut vraiment la peine de regarder soit du côté carrément d'avoir des modèles open source. Donc je parlais de Mistral, hyper intéressant. Quand Mistral 7B ou 7B est sorti, il y a eu énormément de gens qui les ont fine-tunés, ça coûte quelques centaines de dollars à fine-tuner. Et du coup, vous pourriez les utiliser pour votre code à vous, et comme ça vous êtes sûr que la seule chose que vous avez donnée, c'est votre code à vous, tout votre existant, ça tourne chez vous, et ce que ça génère, c'est uniquement basé sur votre propre code, quoi. Donc voilà, ça vous permet pas d'accéder à autre chose, mais par contre ça vous permet déjà de générer des choses en interne. Ça c'est si vous voulez vraiment le hoster chez vous, donc c'est vraiment la grosse force de Mistral, ils ont toute une partie entreprise qui est très intéressante. Et c'est des modèles qui peuvent aujourd'hui tourner assez rapidement sur des laptops, il n'y a pas besoin de tourner ça sur des GPU extraordinaires. Si vous voulez un truc cloud, je sais que Tabnine ils le font également pour la cybersécurité. Donc ils ont vraiment toute une partie où ils ont leur propre modèle avec des licences qui sont respectées, avec de l'audit dessus sur ce qui a été généré. Et par contre, du coup, le modèle, vous n'aurez pas accès à du Claude Sonnet 3.5, vous n'aurez pas accès à... Mais par contre, vous aurez accès à leur modèle qu'ils ont fine-tuné. Je soupçonne d'être avec d'autres modèles open source qu'ils n'ont pas réinventés, mais voilà, c'est intéressant. Pour avoir eu la discussion ouverte avec leurs commerciaux, ils expliquent bien qu'ils ne seront pas du tout à la hauteur d'autres modèles. Mais ce n'est pas ça non plus qu'on leur demande. Ce qu'on leur demande, c'est de nous aider à assister dans le code, mais de manière légale. Après, pour ce qui est de tracer chacun, je pense que c'est plus autre chose. C'est plus dans vos outils de développement, c'est hors intelligence artificielle, comment savoir ce qui a été fait. Mais ce que l'intelligence artificielle propose, soit vous avez votre propre modèle et finalement c'est un petit peu comme si vous aviez une personne parce que vous l'avez traîné et vous l'utilisez au sein d'un IDE, soit vous y allez avec une plateforme
plus légal. Microsoft, du coup, a sorti GitHub Copilot for Entreprise il y a quelques mois. Avant, ça, c'était pas disponible. Pour ces problèmes-là aussi, donc je pense qu'ils vont regarder. Et sinon, si je rajoute juste un truc que je n'ai pas présenté dans la présentation, dans les outils d'agent, il y avait trois éléments. Il y en avait un qui est un agent qui est spécialisé dans les trucs de cybersécurité, de code, donc failles de cybersécurité, donc qui sont des agents qui sont spécialisés pour trouver des failles dans le code bas niveau, pour éviter voilà, d'avoir des intrusions ou autres mémoires, etc. Donc ça, c'est un des agents de test qui était dans la présentation. Et c'est open source, c'est sur GitHub. Vous pouvez le récupérer, le faire tourner en local. Merci. Est-ce qu'on a une autre question, Thierry? Oui. Si je suis freelance, que je suis tout seul, comment je fais pour continuer à exister? Comment je fais pour me former? Et si je décide de ne pas rester tout seul face à toute cette avalanche, cette accélération, comment je fais? Alors, tu parles de freelance en quoi? En développement traditionnel? Je sais pas, tu as quelque chose à répondre Alors, bah moi je suis freelance. Bon, en l'occurrence, je bosse pour une boîte canadienne. Mais tout dépend de ce qu'on fait. Je disais un peu l'anecdote que je te mentionnais tout à l'heure, c'est quand GitHub Copilot est sorti, ça coûtait 20 $ par mois. Moi, je l'ai pris dès la bêta, je le payais en perso. Puis quand j'en parlais avec mes collègues, il y avait certains, ils me disaient « Ouais, mais moi, tant que la boîte ne le paye pas, je ne le prendrai pas. » Alors pour 20 $ par mois, il me semble que si à un moment donné, ça vous assiste, la question ne se pose pas trop. Là où j'ai eu le déclic un petit peu plus loin, c'est que je travaille avec des juniors sur des projets perso, des étudiants. Et eux, ils ne se posent même pas la question. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent même pas, par contre, pour 20 balles, s'ils sont capables de sortir quelque chose qu'ils n'étaient pas capables de sortir, ou en tout cas d'itérer et d'avoir quelqu'un qui discute avec eux, bah, ils ne se posent pas la question. Donc à un moment donné, si on est freelance, qu'on ne se sent pas à l'aise, qu'on n'est pas au niveau, mais qu'on ne souhaite pas utiliser des outils, j'ai l'impression que, voilà. Donc si je refais quelques pas en arrière, moi, quand j'ai commencé, j'étais PHP 1, PHP 2, PHP 3, j'allais prendre des bouquins à la bibliothèque de PHP, qui étaient des bibles qui faisaient 1500 pages, et je me les tartinais, quoi. Bon, bah, c'était comme ça qu'il fallait faire à l'époque. Si aujourd'hui, on n'a ni envie de lire, ni envie d'utiliser des outils d'IA, ni envie de se documenter, ni envie de prendre des cours en ligne, ni envie de regarder sur des vidéos YouTube, mais on a envie de coder, c'est compliqué, compliqué. Déjà que ça avançait vite avant, là on avance un cran en niveau, je pense qu'il faut choisir quelque chose. Il faut choisir quelque chose. Ou alors il faut prendre un vieux langage et se dire, ben, je prends un vieux langage, j'aurai toujours du travail parce que ce sera toujours en production, et je reste là-dessus. J'ai rien contre ça, hein, j'ai aucun souci, je ne suis pas du tout un fervent partisan de pousser toujours sur les derniers frameworks, mais à un moment donné, il faut se positionner. On ne peut pas juste dire bah, ça avance sans moi. Non. Avant, il y a toujours plein d'autres moyens pour apprendre. Encore une fois, je discute beaucoup avec des jeunes et eux, ils apprennent pour utiliser des nouveaux outils, des cursors ou des Figma. Ils regardent des vidéos TikTok. Alors moi, j'ai pas TikTok. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos TikTok, puis je vais passer pour un vieux con. Mais on m'a envoyé des vidéos en me disant « Regarde, tu verras comment marche l'outil. Je sais comment marche l'outil. Je regarde les vidéos, je ne comprends pas comment marche l'outil. » Donc voilà, chacun sa méthode pour apprendre. Mais je pense que dire qu'on n'arrive pas à se raccrocher, on n'arrive pas à apprendre, je ne pense pas que ce soit correct. Qu'on ait peur de se faire remplacer, pourquoi pas, mais qu'on n'arrive pas à apprendre, je ne pense pas que ce soit correct. Et j'enchaîne juste sur ce que vous avez dit. Si je veux apprendre, c'est quoi le meilleur endroit pour apprendre? Moi, je vais répondre pour la partie du coup no-code plutôt. Moi, personnellement, j'ai tout appris sur YouTube. Hein. Aujourd'hui, vous avez toute la connaissance à disposition. Et je vous invite, je pense que tout le monde sait, on peut tout apprendre par soi-même. Après, il y a certaines écoles qui existent.
On a Coraline qui est ici, qui est une ancienne d'Allegria. Allegria, c'est un des plus gros organismes de formation no-code en France. Et il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait fait Cube aussi. C'est qui? Voilà, Cube, une autre école. Voilà. Enfin, il commence à y avoir des écoles qui se montent avec des financements possibles. Ouais. Mais en ligne, honnêtement, vous trouvez tout ce qu'il faut sur YouTube. Donc je vous parle pour la partie de no-code. Et puis pour la partie dev, moi je pense qu'il y a du YouTube, il y a il y a du bon bouquin. Moi je suis très bouquin, donc voilà. Oui, juste pour compléter, pour apprendre, effectivement, il y a YouTube et puis Thibaut, je sais que ton outil Glide, c'est le cas. Moi j'utilise Flutterflow, c'est aussi le cas. Ils montent tous leur académie, leur université, c'est vrai. où en fait vous avez des parcours qui sont bien guidés et qui permettent sur une techno, c'est assez étroit, mais ça permet d'aller assez profond, généralement. C'est vrai. Merci. On avait une question par ici. Je serais plutôt sur l'IA. Juste, je fais une petite aparté en mise à jour du jour. Cursor qui vient de modifier un petit peu son UI pour justement adresser la partie agent qui gagne en popularité. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait la partie chat sur closer agent. Maintenant, il en redirige vers l'agent et c'est l'agent qui va choisir si c'est un chat ou si c'est un closer. Et autrement, au niveau généralement sur tous les modèles d'IA, c'est la question de la consommation énergétique qu'on va évoquer. Est-ce que c'est quelque chose qui est travaillé par certaines boîtes, ou est-ce que pour l'instant c'est pas encore la problématique et c'est le plus fort qui gagne et c'est le plus fort qui décide à la fin? Est-ce que cette problématique-là est abordée directement par les sociétés qui produisent? Alors, en l'occurrence, quand on a discuté avec Tabnine, c'était pas quelque chose qui était abordé du tout, puisque dépendamment de si on est privé, on a nos propres instances, donc là on est plutôt sur carrément des instances qui sont full disponibles. Et sinon, on est sur des instances qui sont partagées. Pour tous les autres, c'est des API, donc c'est des instances qui sont partagées. Je sais que c'est un sujet, à la fin j'ai mis des ressources et pour ceux qui regardent YouTube, Underscore c'est une chaîne assez connue, puis il y a eu une interview avec le CEO de Mistral ou les gars qui travaillent pour Llama aussi, c'était hyper intéressant. Et le gars de Mistral en parlait, enfin le CEO de Mistral, ou le cofondateur en parlait, et puis c'était assez intéressant. Pour ceux qui ne regardent pas YouTube, c'est aussi disponible sur Spotify, et pour le coup c'est pas coupé, donc c'est des podcasts assez intéressants, 1h30 à 2h, mais c'est assez intéressant. Et voilà, c'est possible, je pense que ça va être des pistes qui vont être améliorées. Si on regarde entre les premiers modèles et ceux d'aujourd'hui, au-delà de la génération des modèles, on parle vraiment de l'inférence, c'est-à-dire de la sortie, de la consommation à la sortie. Les coûts n'ont rien à voir, donc la quantité d'énergie qui est utilisée n'a rien à voir, à tel point que moi ça fait maintenant 1 an et demi à Lander qu'on a des trucs qui tournent avec du OpenAI, et en fait on n'a rien touché avec ça, c'est des modèles qui ne bougent plus, on n'y touche plus parce que c'est fonctionnel, ça fonctionne bien, je ne sais plus si on est sur du 3.5 ou du 4.0, peu importe, mais... Et en fait, récemment, il y a un mois de ça, tout s'est cassé la figure, quoi. C'est-à-dire que les sorties n'étaient plus du tout les mêmes. Donc, et en fait, ce qui s'est passé derrière, c'est qu'ils ont utilisé leur nouveau modèle, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on continue d'appeler l'API avec du 3.5 ou du 4.0, mais j'en mets pas ma main à couper, mais quasi, que derrière, ils ont limité un nouveau modèle pour répondre comme avant, parce qu'en fait, ça leur coûte trop cher, quoi. Donc, par contre, on continue d'être facturé l'ancien prix, puisque c'est à chaque fois, ils divisent les prix par 5. Mais je pense qu'en interne, ils peuvent plus se permettre de faire tourner ces anciennes bécanes et ces trucs qui prennent beaucoup d'inférences. Donc, je pense que ça va diminuer. On voit aujourd'hui qu'il y a des modèles qui sont capables de tourner sur des laptops, voire carrément sur des petits téléphones. Téléphone qui peut être plus puissant que ton laptop, mais voilà. Donc je pense que ça va bouger. Après, sur le coût de génération des modèles et sur le fait qu'aujourd'hui on l'utilise un peu pour tout et n'importe quoi, c'est effectivement un problème. Par exemple, la complétion dont on parlait,
quand on en est à préduire juste le mot suivant et qu'on utilise un modèle et qu'on est sur un ping-pong sans parler du network qui passe, etc., c'est effectivement un problème. Est-ce qu'on va aller sur quelque chose de plus embarqué dessus parce que ça leur coûte aujourd'hui et qu'aujourd'hui ça ne les dérange pas parce que Cursor c'est pareil, c'est la première entreprise à avoir fait autant d'argent en aussi peu de temps, 1 million, ou je ne sais plus comment ils sont montés là. Voilà, ChatGPT c'est 400 millions d'utilisateurs actifs par semaine. Ça donne un peu le vertige, puis quand on regarde ce qui sort, est-ce que c'est nécessaire? Voilà, je suis d'accord avec toi. Pour moi, je trouve ça hyper intéressant ce que Mistral font, et écoute l'interview si tu veux, c'est vraiment intéressant, et ils ont vraiment leur politique est d'aller sur des petits modèles qui vont être de toujours conserver cette partie-là, qui seront utilisables en interne dans une entreprise sur des machines de taille raisonnable. Voilà, donc là, on tombe sur quelque chose de plus raisonnable, effectivement, quoi, plutôt que les networks et sa part, etc. Merci beaucoup Thibaut, merci beaucoup Ludovic, merci pour votre présentation.